Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes historien, auteur notamment du livre Les origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. De violentes explosions ont retenti ce matin à Tel Aviv et Jérusalem. Un hôpital a été touché dans le sud du pays. On va en parler. Parler également des hésitations américaines. Mais tout d'abord, Georges Bensoussan, revenons justement au début des frappes, il y a quelques jours. Pourquoi tout s'est subitement accéléré? Quel a été le déclencheur alors que ce conflit est préparé, en tous les cas pensé depuis longtemps par l'État hébreu? Absolument, oui. Probablement depuis une vingtaine d'années. Même si les plans les plus immédiats, c'est peut-être moins d'un an, je pense qu'il y a eu deux facteurs qui ont dû jouer. Le premier facteur, c'est l'alerte de l'AIEA, pas des États-Unis, pas du Mossad, pas des Israéliens, à savoir que l'Iran était vraiment cette fois au seuil de la bombe. Ils sont dans les dernières phases de la préparation et cette fois c'est très sérieux. Ils ont enrichi l'uranium bien au-delà de 60%, alors que pour les activités civiles, 4,5% suffisent. Et au-delà de 25%, on n'est plus dans le civil, on est dans le militaire. Ça, c'est le premier point. Que l'AIEA le dise, qui a toujours été très prudente, pas partiale, mais toujours été très prudente, c'est un premier point. Le deuxième point qui a sans doute inquiété les Israéliens, c'est qu'ils ont craint que Donald Trump, dans sa diplomatie erratique, signe un accord avec les Iraniens qui se retournerait demain contre les Israéliens, à savoir, bien, débrouillez-vous finalement avec le danger existentiel. Ce qui s'est passé avec les Houthis, c'est-à-dire que les États-Unis ont signé un accord avec les Houthis qui signifie, du côté des Houthis, nous n'attaquons pas les navires américains, sous-entendu, feu vert pour attaquer tous les autres navires, et en particulier les navires israéliens qui remontent le long de la mer Rouge. Bon, ils ont eu peur de cet abandon-là. Donc ces deux craintes conjuguées, la première crainte est une crainte carrément existentielle, font qu'ils se sont dit, c'est maintenant le moment ou jamais. On va parler de l'allié américain, mais pourquoi parle-t-on peu, Georges Bensoussan, de l'environnement régional, des réactions des pays arabes? Je pense à l'Égypte, je pense à la Syrie, au monde sunnite qui craint aujourd'hui la nucléarisation justement de l'Iran Bien sûr, chiite. mais depuis toujours. Parce que ce qu'on perd de vue quand on veut comprendre ce conflit, c'est l'antagonisme sunnisme-chiisme, qui est un antagonisme irréductible, extrêmement violent. Par exemple, dans les différents conflits qui ont émaillé l'histoire du Proche-Orient ces dernières années, on a vu d'épouvantables exactions des chiites contre les sunnites ou des sunnites contre les chiites, c'est-à-dire d'une barbarie inégalée. On perd de vue cela. Et donc, la peur d'un chiisme iranien, qui encore une fois n'est pas le monde arabe, le monde musulman chiite, c'est-à-dire très minoritaire dans le monde arabo-musulman, 10% à peine de l'islam, c'est la peur d'un Iran nucléarisé accable le monde sunnite tout entier, donc de l'Arabie à l'Égypte en passant par d'autres pays comme la Syrie, par exemple, même si la Syrie aujourd'hui est en phase de transition, oui, c'est quelque chose qui les anime profondément. D'une certaine façon, le monde arabe sunnite, et j'oublie les Émirats arabes unis et d'autres, sont d'une certaine façon satisfaits actuellement de ce qu'est en train de faire Israël, à savoir débarrasser peut-être, c'est même pas certain, la région de la menace nucléaire iranienne. Côté européen, une déclaration qui continue de faire beaucoup réagir, Georges Bensoussan, c'est celle du chancelier allemand qui a dit qu'Israël fait le sale boulot. Est-ce qu'Israël fait le sale boulot au nom de l'Occident ou tout simplement pour survivre ? Vous avez raison de poser la question dans ces termes. Israël fait le sale boulot, moi je mettrais sale boulot entre guillemets, parce que c'est le travail qu'il faut faire. Il le fait d'abord et avant tout pour survivre, parce que ce à quoi Israël s'attaque ici, c'est à une menace d'anéantissement existentiel. Alors on pourrait penser qu'Israël est atteint d'une paranoïa aiguë, que la menace existentielle n'existe pas. Non, depuis 45 ans, l'État iranien, le chiisme iranien, promet d'éradiquer la tumeur cancéreuse israélienne. Et en règle générale en histoire, et a fortiori, quand on est un peuple victime de génocide, comme l'ont été les Arméniens ou les Juifs, précisément, on prend toujours au sérieux celui qui vous menace d'extermination, celui qui vous condamne à mort, celui-là, il faut toujours le croire sur parole. Donc, ils se battent d'abord pour eux-mêmes, c'est indéniable. Mais ce que la franchise, l'honnêteté, le courage du chancelier Merz, c'est de dire qu'effectivement, les Israéliens sont en train de débarrasser l'Occident tout entier d'une menace nucléaire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les manifestations à Téhéran, ce n'est pas seulement mort à Israël qu'on entend. C'est mort à l'Amérique en permanence depuis 40 ans, et donc forcément mort à l'Occident et à tout ce que représente l'Occident, c'est-à-dire quoi ? L'héritage des Lumières. Nous sommes tous des héritiers des Lumières, c'est ça que met en danger le fondamentalisme iranien. Alors, mort à l'Amérique, justement, du côté américain, Donald Trump, Georges Bensoussan, hésite à intervenir directement. On a toujours pensé que les États-Unis étaient un allié, parfaitement fiable d'Israël, qui avait une alliance, une solidité granitique dans son soutien. Ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Tout simplement, d'abord parce qu'il n'existe pas d'alliance granitique en règle générale en histoire. D'autre part, c'est oublier que les États-Unis n'étaient pas favorables à la création de l'État d'Israël en 1948. Ça, tout le monde l'a oublié. On est persuadé que les États-Unis ont été favorables d'emblée. Non, c'est les puissances qui ont été favorables d'emblée. C'est peut-être la France, par exemple, même si elle a tardé à reconnaître l'État d'Israël de facto et de juré, mais voilà des pays qui ont été plutôt favorables. Mais les États-Unis ont freiné des quatre fers avec le général Marshall, qui dirigeait à l'époque les affaires étrangères, contre le président Truman, contre l'avis du président Truman. Il a freiné des quatre fers pour la création de l'État d'Israël. Et quand il a vu qu'il n'était pas écouté, il a démissionné de son poste de secrétaire d'État. Et donc les Américains, d'ailleurs, dès que le conflit a commencé en 1948 au Proche-Orient, les Américains ont mis un embargo sur les armes, ce qui est très peu suivi. Ça. La puissance qui a le plus aidé à la création d'Israël, militairement parlant, c'est l'Union soviétique. C'est par le feu vert de Staline à la Tchécoslovaquie pour livrer des armes à ce qu'allait devenir Tsahal, au mois de mai 1948, que l'armée israélienne a pu l'emporter. Ce qui explique peut-être les hésitations au-delà du comportement erratique de Donald Trump en ce moment. Il y a aussi les zigzags diplomatiques Georges Bensoussan d'Emmanuel Macron. Ils sont souvent dénoncés au sujet d'Israël. Le président français, alors, qui met en cause désormais Israël pour des frappes qui ne concerneraient plus uniquement le programme nucléaire. Est-ce que c'est un reproche qui est justifié selon vous ? Mais le président français a une politique qui ressemble beaucoup à une politique erratique de plus en plus. Il dit un jour ceci, 2 jours après cela, etc. Il navigue au plus près. En réalité, on a l'impression qu'aussi qu'il navigue beaucoup en fonction de la politique intérieure, en fonction d'impératifs intérieurs. Et c'est vrai depuis le début de ce conflit du 7 octobre 2023. Donc la crainte de réaction négative. La crainte de réaction négative de toute la part d'une population sur laquelle Jean-Luc Mélenchon a estimé devoir aujourd'hui miser pour espérer être au second tour à l'élection présidentielle. Macron, d'une certaine façon, s'inscrit un peu dans cette logique. On ne peut pas oublier que... La population des banlieues, pour résumer et parfois essentialiser, ce n'est pas bon, mais les Français musulmans... Voilà, le 12 novembre 2023, il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme, alors que c'était son rôle. Ou alors, même s'il ne participait pas, il aurait pu manifester un geste symbolique. Je rappelle que pour une affaire bien moins grave que ce qui se passait en 2023, le président Mitterrand était descendu dans la rue pour l'affaire de Carpentras en 1990. Donc le président Mitterrand agit d'abord au coup par coup, dans une politique qui est difficile à suivre, en fonction aussi d'une politique d'impératif intérieur. Mais dans l'une de ces dernières déclarations, précisément, Georges Bensoussan, Emmanuel Macron a à la fois évoqué un cessez-le-feu donc dans le conflit avec l'Iran et dans la même phrase, un cessez-le-feu à Gaza. Il a transposé 2 logiques, Iran et Gaza. Est-ce qu'elles sont transposables ? Pas du tout. Ce sont deux conflits totalement différents. Autant le conflit à Gaza suscite en Israël une fracture terrible dans la société, vous avez une grande partie de la société qui est contre la continuation de ce conflit, et en particulier par le fait que les otages ne sont pas libérés et qu'ils ne seront pas libérés par la force. Ils sont libérés au terme d'une négociation, parce que tous les autres otages ont été libérés au terme de négociations. L'ancien Premier ministre Ehud Barak l'a dit dans le Financial Times début juin, cette guerre n'est plus justifiée, c'est une guerre menée pour des motifs personnels, dit Ehud Barak. Il est ancien chef d'état-major et ancien Premier ministre. Bon, est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas une voie autorisée ? Bon, d'autres noms également de la haute hiérarchie israélienne sont exactement sur la même longueur d'onde. Et la société israélienne est divisée là-dessus. Bon, certains pensent qu'il faut continuer, d'autres qu'il faut arrêter. Mais sur l'affaire iranienne, il y a un consensus général de la société israélienne. Parce que là, on est en présence d'une menace existentielle à court terme. Bien sûr. Et donc, mettre sur le même plan les 2 conflits n'a absolument aucun sens. Le cessez-le-feu aujourd'hui, en pleine guerre contre l'Iran, n'aurait aucun sens. Une campagne qui s'arrêterait aujourd'hui aurait des effets pervers infiniment plus graves que la situation antérieure d'avant le 13 juin 2025. Ce qui a mis hors de lui Donald Trump, puisqu'il n'a pas apprécié le mot, ni accepté le mot utilisé par Emmanuel Macron de cesser le feu lors de son départ précipité du G7. Vous-même, Georges Bensoussan, vous avez de la famille sur place, vous étiez en Israël, vous connaissez évidemment très bien le pays. Vous avez parlé d'un conflit une guerre, d'une intervention illégitime à Gaza. On peut le dire à ce micro, cela a suscité beaucoup de réactions. Illégitime, non, c'est-à-dire qu'elle a été légitime jusqu'au cessez-le-feu de début 2025. Plus aujourd'hui. La reprise du conflit le 18 mars ne se justifie plus tout à fait. Mais il y a débat là-dessus. Certains pensent qu'il faut aller jusqu'au bout dans la guerre à Gaza. Non, une guerre, à un moment donné, il faut savoir l'arrêter
pour envisager une option politique. Quelle est l'option politique demain du régime à Gaza? L'important, c'est que le Hamas soit désarmé, le Hamas ne soit plus capable d'exercer le pouvoir et qu'une autre autorité émerge, palestinienne, avec le soutien de l'Égypte, de l'Arabie, des États-Unis, des Israéliens bien sûr, etc. C'est ça. Une guerre menée sans objectif politique, ça n'a pas de sens. Alors ça vaut aussi pour l'Iran. Beaucoup interrogent l'après. D'ailleurs, Emmanuel Macron dit que on ne fait pas tomber un régime. En tout cas, si on fait tomber un régime par la force et par les bombes, cela entraîne le chaos. Il pense certainement à l'Irak qui a produit l'intervention qui a produit Daesh. Qu'en pensez-vous, Georges Bensoussan? Est-ce qu'aujourd'hui, l'après, si le régime des Mollahs tombe, ce qui n'est pas encore assuré, eh bien, est-ce qu'on a pensé à l'après? Et qui doit le penser? Oui, bien sûr. L'après, effectivement, si le régime tombe, il y aura forcément, parce que je rappelle que l'Iran est un pays très éduqué, très développé, avec, je le rappelle, beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. C'est un pays dont le développement intellectuel, culturel, académique est de niveau occidental carrément. Il y aura donc demain une classe politique capable de prendre le pouvoir des mains d'un régime détesté sur le fond. Mais quand le président Macron dit qu'on ne détruit pas un régime par la force, et qu'en a été-il de l'Allemagne nazie ? Et qu'en a été-il du Japon impérial en 1945? Sinon, 2 États qui ont été obligés de capituler dans leur forme totalitaire à la suite d'une offensive militaire. Donc tout ça ne tient pas forcément la route. Ce type de raisonnement n'est pas tout à fait probant. Est-ce qu'on comprend depuis l'extérieur véritablement, vous en avez parlé tout à l'heure, l'angoisse de l'effacement en Israël? Elle est omniprésente, cette angoisse existentielle. Oui. Est-ce qu'on la comprend véritablement? Je ne suis pas sûr qu'elle soit comprise. D'abord parce que c'est quelque chose de peu partageable. C'est une angoisse qui les habite profondément parce que c'est un peuple aussi issu du génocide et la mémoire du génocide est omniprésente en Israël, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans par exemple. Tout dans la vie quotidienne israélienne rappelle quand même ce qui s'est passé il y a à peine 80 ans, et à savoir non pas seulement l'extermination mais l'indifférence du monde. Ça, c'est très important. Et donc, la réédition... beaucoup d'Israéliens, bien sûr, indifférents à la solitude. À la solitude, c'est-à-dire la menace de l'anéantissement, qui est une menace réelle, d'un pays qui vous menace de vous exterminer pratiquement tous les matins depuis 40 ans, vous devez forcément le prendre au sérieux. Et que l'indifférence que cela suscite finalement dans des opinions qui s'habituent peu à peu à ces menaces de mort, ça suscite un sentiment de solitude terrible. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Peggy, il y a pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. Eh bien, ce qu'on peut craindre aujourd'hui, c'est que l'Occident s'habitue finalement à ce que les menaces de mort s'accumulent sur un État qui est le seul État, dans ce cas, menacé de disparition de la planète. Donc oui, ça c'est extrêmement présent dans la conscience nationale des Israéliens. Et c'est en quoi ce conflit, il est très largement approuvé par l'immense majorité des Israéliens. Et des Français, dans un sondage réalisé, en tous les cas, à la question posée sur le nucléaire iranien, il n'y a pas de doute, c'est un très large consensus, quelles que soient les opinions politiques, pour que justement ce programme nucléaire iranien soit mis à bas. On le voit ici. 87% des interviewés, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, répondent oui à la question « Faut-il empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire ?» Vous avez parlé il y a quelques instants, Georges Bensoussan, du génocide, du mot génocide, mot qui est retourné aujourd'hui à l'endroit d'Israël. La France insoumise, par exemple, en particulier la députée Alma Dufour. Il y a le retournement du mot génocide et il y a ce qui est dit sur l'Iran. Là encore, retournement. L'Iran est agressé et Israël est l'agresseur. De quoi cette déclaration est-elle le nom ? Je crois que c'est extraordinaire parce que LFI et ces gens-là sont vraiment des spécialistes de l'inversion de réalité. Le génocide à Gaza, alors que si vous prenez la charte du Hamas et les déclarations d'un grand nombre de dirigeants du Hamas avant le 7 octobre et après le 7 octobre, ce sont des déclarations génocidaires. Ils disent clairement cet État n'a pas le droit d'exister, nous allons l'effacer, je l'ai là sous les yeux. Ismaël Haniyeh, quelques jours après le 7 octobre, et il y aura d'autres 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël disparaisse. Et Ghazi Hamad, qui est membre du bureau politique du Hamas le 24 octobre 2023, nous devons éliminer ce pays, il faut y mettre fin. L'existence d'Israël est illogique. Bon. Donc ça, ce sont des déclarations génocidaires. Et on a une Alma Dufour et des gens de LFI qui inversent complètement la réalité. Chez Alma Dufour, c'est extraordinaire quand même ce syllogisme, ce sophisme qui consiste à dire Israël est l'agresseur. Reprenons la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Mais qui est l'agresseur en la matière? Sinon l'Allemagne,
qui a déclenché la guerre contre la Pologne. Et donc, par le jeu des alliances, la France se devait forcément de réagir. C'est-à-dire cette façon d'isoler une séquence simplement sans en voir toutes les origines, c'est un syllogisme total, c'est un sophisme total qui est tout à fait dans la droite ligne de ce populisme, de cette démagogie. Oui. Populisme, démagogie. Ce racolage électoral finalement de LFI qui ose tout, si vous voulez, qui ne recule plus devant aucune outrance. Mais qui infuse dans certains esprits. Qui infuse, oui. Je pense par exemple quand Rima Hassan est revenu, Jean-Luc Mélenchon l'a comparé à Hugo revenant de Guernesey. Comment vous avez réagi à ça? Ça, c'est une pitrerie, si vous voulez, mais aux yeux d'un certain nombre d'incultes qui font la base de LFI, des délogués au boyard, des analphabètes au toto, devant ces analphabètes, forcément, ça impressionne. Mélenchon passe pour un grand intellectuel. Mais comparer une Rima Hassan, qui est une élue française et qui n'a qu'un seul programme, la défense de la Palestine, qui n'est pas une cause française... Bon, mais qui est un aphrodisiaque, si je puis dire, aujourd'hui, pour de nombreuses personnes. Mais c'est ce que disait le roi du Maroc, Hassan II, jadis. Il disait Israël est un véritable aphrodisiaque pour le monde arabe. Il avait dit ça. Donc comparer une Rima Hassan à Hugo, ça signifie que les mots n'ont plus aucun sens sur le fond. Et qu'on peut parler de génocide alors qu'on est dans une inversion totale de réalité. Vous avez affaire à des organisations franchement génocidaires, je viens de vous le montrer par certaines citations, alors que c'est l'État d'Israël qui est accusé de génocide, alors que n'importe quel simple adolescent, n'importe quel simple étudiant en histoire saurait ce qu'est un génocide. 800 000 morts au Rwanda en 3 mois, 15 000 morts de rythme d'exécution capitale à Treblinka à l'été 1942, ça c'est un génocide. Et il y a eu 30 000 victimes civiles à Gaza. C'est 30 000 de trop, c'est une évidence. Mais vu la densité de population, tous les experts militaires reconnaissent que les Israéliens ont quand même réussi un ratio de pertes civiles très bas sur le front. Et vous comprenez aussi qu'une telle déclaration de réussir un ratio très bas peut aussi choquer, Mais bien sûr que ça peut choquer, parce que 30 000 civils, c'est 30 000 civils de trop. Il y a évidemment des femmes et des enfants là-dedans. Mais dans une situation comme celle de Gaza, où tout est inextricablement lié, où, effectivement, on peut le voir dans les images d'archives, les tunnels souterrains partent des chambres d'enfants, des mosquées, des hôpitaux, des salles d'opération, etc. Et donc, forcément, il y a des pertes civiles, parce que le Hamas se sert des civils comme d'un bouclier pour protéger son arsenal. Et tous ces 50 millions de dollars arrivés chaque mois du Qatar ont servi à quoi? À améliorer le quotidien des Palestiniens? Non, à construire 1000 kilomètres de tunnels et une infrastructure considérable. Donc effectivement, des pertes civiles sont inévitables, mais elles sont très limitées par rapport à ce qu'aurait été une guerre menée par d'autres dans un tel contexte urbain. On voit bien aussi que c'est une bataille dans les esprits à mener également. Merci Georges Bensoussan. Merci à vous. C'est votre grande interview, je vous dis à bientôt.